La carte blanche, Africa Radio. Jean-Célestin Ediangué, bonjour. Bonjour Liliane Yacha. Journaliste camerounais, auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les questions des jeunes. Premier sujet dans Carte blanche de ce soir, le congrès extraordinaire du FPI prévu pour demain samedi à Abidjan. Oui, c'est un congrès qui a lieu donc dans un contexte un peu particulier. Vous savez très bien que le FPI a changé de président, plus exactement que le président Gbagbo a abandonné sa création puisqu'il a décidé au mois d'août de créer un nouveau parti et de laisser le PPACI. Et de laisser le FPI à M. Afin-Gessant, qui en est donc devenu aujourd'hui le président. Et il voudrait justement se faire adouber en quelque sorte par les militants. Il voudrait que les militants confirment sa présidence pour lui donner plus de légitimité dans la perspective, bien sûr, des élections présidentielles de 2025. Donc, c'est un congrès qui va acter ce divorce et cette séparation entre Afin-Gessant et Laurent Gbagbo, le fondateur de ce parti. Tout à fait. C'est effectivement l'occasion d'officialiser la rupture, en quelque sorte, de consommer le divorce. Et quand on voit la détermination dont il a l'air de faire preuve à Afin-Gessant, on a l'impression vraiment qu'il s'est délesté d'un poids depuis que le président Gbagbo a décidé de créer son propre parti. Et ça va être très intéressant de suivre du côté de Treichville, de savoir comment est-ce que justement les militants du FPI vont réagir. Est-ce que d'abord ces militants ont tous suivi ou majoritairement suivi le nouveau président, ou alors ils vont se reporter ou déporter sur le nouveau parti de Laurent Gbagbo. Tout ça va être très intéressant à observer. Deuxième sujet, Jean-Célestin Ediangué, c'est le Mali avec les sanctions prises par la CEDEAO lors de sa dernière réunion à Accra au Ghana contre les chefs de la junte au pouvoir. Alors oui, les sanctions effectivement ont été prises contre le Mali et on a envie de dire ont également été confinées contre la Guinée. C'est deux pays qui, en espace d'un mois, ont vu des militaires prendre le pouvoir et parce que, justement, la démocratie avait du mal à fonctionner. Et ces sanctions visent essentiellement l'interdiction de voyager, tous les membres de la junte, y compris d'ailleurs les membres des familles de la junte, pas seulement la junte elle-même, et aussi il y a des sanctions financières. Le gel des avoirs financiers des membres de la transition. Le gel des avoirs financiers, et donc c'est des sanctions qui sont très importantes. Mais je suis pas sûr que ces sanctions suffisent à faire plier l'échine de la junte au pouvoir, qui visiblement est partie pour ne pas respecter le délai transitionnel qui devait courir jusqu'aux élections de février 2022, élections présidentielles. Et je ne vois pas comment est-ce que les choses vont pouvoir se dégoupiller en quelque sorte entre Bamako et la CEDEAO. Dernier sujet, c'est le Cameroun, et nous allons parler de la tenue hier jeudi de la 32e session du Conseil national de la communication, le CNC. Que retenir de cette rencontre? Il y a plusieurs choses à retenir. D'abord, c'était une session, j'allais dire, ordinaire. En l'occurrence, le CNC avait été saisi de plusieurs affaires. Alors, il y a des journaux comme Zénith et Calam qui ont été lourdement frappés de 2 mois de suspension chacun de ces journaux parce que certains de leurs journalistes avaient publié des faits qui se sont avérés non fondés. Et c'est très important que, effectivement, la presse au Cameroun puisse, mais de manière plus générale en Afrique, puisse exercer dans les conditions, j'allais dire, de transparence, mais aussi de respect de la stricte déontologie dans ce métier. Et puis, il y a, on ne peut pas ne pas le dire, il y a en vue la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. En janvier prochain. Aussi, tout à fait, en janvier prochain, du 9 janvier au 6 février exactement. 2022. L'idée était aussi pour M. Chebonken, qui est le président de cette instance de régulation des médias du Cameroun, était de rappeler un peu les journalistes à l'ordre quant au traitement qu'ils auront à faire de cette grande compétition internationale de ballon rond. Et il a été question notamment de leur dire de faire attention à l'unité nationale puisque, compte tenu de la situation politique du pays aujourd'hui, avec une partie en partition du côté du nord au sud-ouest, il était question que les hommes et femmes de médias puissent faire leur métier, tout leur métier, mais tout en pensant aussi à l'unité nationale. Jean-Célestin Ediangué, merci d'avoir été notre invité carte blanche. Merci beaucoup, Liliane Yacha. Vous êtes journaliste et auteur de plusieurs ouvrages, notamment sur les questions de jeunesse. Africa,
Le grand rendez-vous sur Africa Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat célébrée par plusieurs pays africains. Et cette semaine visait surtout à inciter le maximum de personnes et surtout les jeunes à exploiter leur esprit d'initiative, d'innovation, mais aussi leur potentialité dans ce domaine. En Afrique, de nombreux jeunes lancent leur propre entreprise. La création des startups se multiplie, mais beaucoup ne résistent pas pour diverses raisons. Et pour en parler ce soir, nous avons trois invités et il s'agit de Fodeba Isto Kira, ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune à Conakry. Monsieur Kira, bonsoir. Oui, et bonsoir, et je dis bonsoir aux millions d'auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous également dans cette émission. Aïta Magassa, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes jeune entrepreneuse et fondatrice de Nawali. C'est une agence immobilière spécialisée pour l'Afrique, basée à Paris. Et en ligne de Yaoundé, la capitale du Cameroun, Michel Abbé, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir à tous vos auditeurs. Présidente de l'association Fondation Conseil Jeunes sur des questions de démocratie et de citoyenneté au Cameroun. Je vais peut-être commencer par vous, madame Abbé. Comment la semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée dans votre pays? Et déjà, est-ce qu'en tant que jeune, vous vous sentez concernée? La semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée surtout par les entrepreneurs dans notre pays, mais il n'y a pas vraiment une sorte de synchronisation des luttes. Chacun essaie de faire de son côté ce qu'il peut. Maintenant, en tant que jeune, faut dire qu'au niveau de mon organisation, nous avons fait une enquête un peu pour évaluer les causes pour lesquelles les jeunes ne s'engagent pas, puisque nous travaillons à la citoyenneté et à la démocratie. Et il s'est avéré principalement que la principale cause du non-engagement politique entre guillemets des jeunes, c'est la question de l'emploi. Certains veulent travailler de façon formelle pour un ministère, certains veulent s'auto-employer. Et donc, évidemment, cet état de choses nous a amené à nous intéresser à cette question-là. À ça, il faut ajouter quand même que le contexte de l'emploi est tellement difficile désormais dans notre pays que l'entrepreneuriat s'impose comme une sorte de sortie si on veut pouvoir vivre décemment. Et donc, c'est évidemment une question qui a beaucoup d'intérêt auprès de la jeunesse et qui m'intéresse particulièrement. Voilà. C'est d'ailleurs ce que vous avez défendu lors du dernier sommet France-Afrique à Montpellier, ici en France, auquel vous avez pris part. Donc, si j'ai bien compris, les jeunes ne sont pas vraiment impliqués, alors que cette semaine est organisée notamment pour soutenir l'entrepreneuriat. C'est une question qui les concerne. Vous venez d'ailleurs de le confirmer. Oui, ils ne sont pas vraiment impliqués parce que ils n'ont pas ce regard global. C'est en tout cas chacune des entreprises qui essaie de célébrer cette journée de son côté. Maintenant, ce qu'il aurait fallu, c'est se mettre ensemble parce qu'évidemment, en tant qu'entrepreneur, les jeunes rencontrent beaucoup de difficultés, notamment au niveau du cadre législatif ou même des facilités qu'on pourrait leur octroyer en tant que jeune entrepreneur pour s'assurer quand même que ces entreprises-là soient viables. Je pense qu'il n'y a pas encore vraiment ou à un très petit niveau cette synchronisation et donc c'est chacune des entreprises qui essaie de son côté de s'organiser par rapport à cette semaine. Dans un instant, on va aborder la question du défi auquel les jeunes font face dans la création de leur entreprise. Je voudrais qu'on écoute Madame Aïta Magassa. Ici en France et notamment dans la capitale Paris, comment cette journée, cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat est-elle abordée? Notamment, évidemment, par les jeunes. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est un peu... Je rejoins Madame... Abbé, Michel Abbé. Je rejoins Madame Abbé, Michel Abbé, sur le fait que c'est très individualisé. Il n'y a pas forcément d'événement qui est mis en place pour pouvoir célébrer tout ça. Mais dans les universités, il y a quand même des activités spécifiques à cette semaine qui sont organisées. Exactement. Alors moi je parle alors moi j'ai 37 ans. Moi je suis maman de 4 enfants. J'ai 37 ans. J'ai commencé à entreprendre il y a 4 ans. Donc moi je parle de vraiment personnellement voilà par rapport à mon statut. Effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont faites dans les universités pour les jeunes. Pour tous ceux qui ont entrepris un peu plus tard et qui sont beaucoup plus âgés,
qui ne sont plus à l'université. C'est vrai que nous, on n'a pas forcément d'événements qui sont mis en place et qui nous regroupent. Moi, c'est vraiment un constat personnel, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a maintenant de plus en plus d'événements, d'activités, d'incubateurs qui mettent en place des solutions et qui accompagnent toutes ces personnes qui ont envie d'entreprendre. Justement, aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose qui est très, 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 entre guillemets, à la mode. Il faut entreprendre pour pouvoir réussir. Donc, j'ai l'impression qu'il faut, c'est un peu un état d'esprit qui se globalise. Et c'est vrai que moi, ça fait depuis très jeune que j'avais envie d'entreprendre, hein, depuis que j'avais 20 ans. C'était pas la même époque, voilà. C'est comme je dis, j'ai 37 ans aujourd'hui. À l'époque, quand j'ai voulu entreprendre, déjà plus jeune, à 20 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas toutes ces structures. Donc vous êtes en train de dire qu'il est plus facile pour un jeune d'entreprendre aujourd'hui qu'il y a 2 décennies, par exemple. Non, exactement. Il est beaucoup plus facile d'entreprendre aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours des facteurs, il y a des choses qui sont compliquées parce que forcément, on en parlera tout à l'heure des défis et puis il y a des complications quand on entreprend, forcément, quand on entreprend et qu'on n'a pas forcément l'entourage ou le réseau, voilà. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place. C'est aussi l'intérêt de vous inviter, vous qui êtes ici en France, et puis d'avoir une autre jeune au Cameroun. L'idée, c'est de voir si les difficultés ou les défis auxquels les jeunes sont confrontés en Afrique sont les mêmes qu'ici en France dans leur marche vers l'entrepreneuriat. Monsieur l'ancien ministre Keïra, comment la Guinée comment abordiez-vous quand vous étiez ministre en charge du portefeuille de la jeunesse cette question de l'entrepreneuriat des jeunes? Bon, il faut dire que d'abord les problèmes sont similaires un peu partout en Afrique. Hein. Je connais pas ce qui se passe en Europe. Le problème d'employabilité des jeunes et d'entrepreneuriat jeune se pose avec acuité. Mais au niveau de la Guinée, il faut dire que le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi jeune, de la promotion emploi jeune, a mis un certain nombre de dispositifs, c'est-à-dire en mettant une structure comme la Direction nationale de l'emploi jeune, qui est une direction centrale au niveau du ministère en charge de la jeunesse, mais il y a aussi des structures qui sont des établissements publics autonomes, comme l'Agence guinéenne des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Il y a aussi le Fonds national d'insertion des jeunes, qui est une structure qui finance les projets pertinents portés par des jeunes, mais cela se fait à travers une sélection qui se fait à partir d'un comité de sélection mis en place pour essayer de prendre les meilleurs projets et des projets pertinents pour justement permettre aux jeunes. Ça veut dire que c'était un appui très sélectif. En fait, ce que je voulais savoir, c'est si un jeune Guinéen est porteur d'un projet, veut créer sa start-up ou son entreprise, quel est l'accompagnement que lui apporte le gouvernement? Je parle justement de ce dispositif-là. Le Fonds national d'insertion des jeunes est créé dans ce sens, dans cette optique, pour essayer d'accompagner les jeunes qui sont porteurs de projets. Mais évidemment, il faut, c'est un peu comme à l'Organisation internationale de la francophonie pour le financement des petites et moyennes entreprises culturelles. Vous postulez et il y a un comité de sélection qui fait, n'est-ce pas, l'arbitrage, et les projets les plus pertinents sont accompagnés. Parce qu'il ne s'agit pas de venir avec un papier ou présenter devant le bureau pour dire bon, j'ai tel projet, mais il faudrait que le comité puisse faire un travail préalable de sélection, et ainsi les conditions sont balisées pour vous de réaliser votre rêve d'entrepreneur. Il y a l'Agence nationale aussi de volontariat. Bon, le plus important, c'est un autre projet que nous venons de mettre en place. C'est le projet, il s'intitule Booster la compétence les compétences pour l'employabilité des jeunes. Et ça, c'est un projet qui non seulement est financé par le budget national, mais aussi appuyé par les partenaires techniques et financiers des institutions internationales qui appuient les jeunes
n'est-ce pas, porteurs de projets. Et dans ce cadre, vous avez des gens, des jeunes femmes par exemple, qui sont aujourd'hui détentrices d'entreprises de saponification, c'est-à-dire la fabrication du savon. Il y en a qui excellent dans la couture, l'atelier aussi, les différents corps de métier. Et donc, à ce niveau, le dispositif, il est là, il fonctionne. Merci beaucoup. Et il y a non seulement... Oui. Merci, M. Kéra. On va marquer une très courte pause et on va poursuivre dans un instant. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Et dans votre émission, ce soir, nous parlons de l'entrepreneuriat en Afrique. Quels défis et solutions? C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et nous en parlons avec 3 invités. Aïta Magassa, jeune entrepreneuse et fondatrice de Nawali, ici à Paris. Michel Abbé, présidente de l'association Fondation Conseil Jeunes sur des questions de démocratie, et l'ancien ministre guinéen de la jeunesse, des sports et de l'emploi jeune. Faux débat, Isto Keira, il est en ligne de Conakry. Michel Abbé, quand on a entendu M. Keira, il défend que au niveau de la Guinée, des structures pour soutenir les initiatives des jeunes sont mises en place. Au Cameroun, il en existe aussi. Je pense par exemple au Fonds national de l'emploi. Mais est-ce que vous sentez que ces structures sont efficaces et répondent vraiment aux besoins de la jeunesse aujourd'hui en matière de création d'entreprises? Il y a un nombre de 30 qui continuent d'exister à la fin de l'année par an. Donc, 70% des jeunes entreprises meurent. Ça veut dire clairement qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il y a des structures en dehors du Fonds national de l'emploi qui lui est beaucoup plus global. Il y a une structure qui est même chargée de faciliter la création des entreprises. On peut désormais créer une entreprise en 48 ou 72 heures au Cameroun, toutes les procédures comprises. Mais je pense que l'accompagnement de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est pas que ce genre de mesures, mais c'est un ensemble de mesures globales. L'accès au financement. Donc le problème n'est pas la création de l'entreprise qui est relativement facile, dites-vous, mais c'est l'accompagnement et la survie de ces entreprises. Oui, c'est l'après. L'accès au financement. Les jeunes n'ont pas de garantie. Par exemple, au Cameroun, pour avoir du financement, par exemple, il y a une banque, il faut une garantie qui est souvent un titre foncier. Donc, et les jeunes n'ont pas forcément accès à la terre. Où il faut avoir soi-même son financement, où il faut avoir un garant. C'est que les jeunes n'ont en général pas. Donc, il y a la question de l'accès au financement, il y a la question du suivi, parce qu'on peut avoir une très bonne idée et ne pas forcément avoir les capacités de l'implémenter, ou alors même l'ingénierie derrière qui doit suivre. Il y a cette question du suivi-là. Et il y a même la question du cadre normatif. Beaucoup de start-up aujourd'hui travaillent dans le numérique. À quel point nos États sont véritablement capables d'accepter le numérique, la question de l'accès à Internet, la question de l'électricité, la question des paiements en ligne. Nos systèmes bancaires sont tellement des types entre guillemets qu'au Cameroun, par exemple, un système de paiement comme PayPal te permet d'envoyer de l'argent, mais pas véritablement de recevoir. En tout cas, il y a un certain nombre de limitations qu'ils mettent sous le coup de la fiabilité du système bancaire. Or, beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-up aujourd'hui ont des solutions en ligne. C'est vrai qu'il y a un marché en Afrique avec Orange Money, MTN Money et les Airtel Money et tous les autres. Mais il y a aussi un marché en Europe. Aujourd'hui, un jeune Africain en créant sa start-up qui fait par exemple la transcription en ligne ou qui fait, je sais pas moi, de la traduction, aimerait pouvoir vider les mêmes projets qu'un jeune indien et avoir les mêmes facilités de paiement en ligne. Donc, il y a quand même un corpus de choses qu'il faut mettre en place pour faciliter la tâche aux jeunes. Et ça, les structures mises en place ne le font pas? Ou bien non, ne le font pas suffisamment? Font pas, ou elles le font très peu. Il y a des initiatives, oui, elles le font très peu. Il y a surtout des initiatives privées, mais après, c'est aussi soumis à une certaine sélection. C'est pas toujours accessible pour tout le monde.
Je veux dire, on peut ne pas avoir fait des études et lancer une entreprise et s'en sortir très bien. Mais à partir du moment où il faut remplir des formulaires, faire des business plans, la majorité des structures qui accompagnent, c'est des sortes de concours, c'est des sortes d'awards, il faut soumissionner quelque chose. Et ça filtre déjà assez, notamment les entreprises, des jeunes qui n'ont pas forcément fait des études, mais qui ont eu une très belle idée, qui marche et qui ont besoin d'être suivis. Merci beaucoup. Madame Magassa, est-ce que c'est une réalité que vous avez connue lorsque vous avez décidé, il y a 4 ans, de lancer Nawali? Est-ce que les réalités que décrit Michel Abbé pour l'entrepreneuriat au Cameroun, par exemple, sont les mêmes ici en France? Alors, elles ne sont pas les mêmes. Alors, effectivement, je vais vous dire pourquoi, parce que ici, c'est vrai qu'il y a une avancée sur ça. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a des structures, il y a des associations, il y a des organismes, en tout cas, qui sont mis en place depuis quelques années, à peu près 5-6 ans, et qui permettent d'avoir un accompagnement et d'avoir un suivi, comme le disait Michel. Et ici, en France. L'accès au crédit aussi n'est pas un problème. Le financement de sa start-up est relativement facile. Relativement facile, ça dépend de quel projet, mais en tout cas, il y a un accompagnement. Il y a des organismes comme les Déterminés, je ne sais pas si vous avez entendu parler ou si vous connaissez, qui agissent ici en France et qui mettent en place des sessions d'accompagnement pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre et qui ont un projet de création d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 5 ans. C'est vrai que moi, j'en ai pas bénéficié personnellement parce que, comme je l'ai dit, j'étais arrivé à une maturité, j'avais déjà 30 ans et j'étais arrivé à une maturité où je n'avais pas forcément besoin, moi, personnellement, d'être accompagné. Et j'aurais aimé avoir ce genre de structure plus jeune. Aujourd'hui, toutes les personnes qui accèdent à cela et qui sont accompagnées avec ces incubateurs, avec ces organismes, avec ces structures, elles sont aidées, elles sont très bien accompagnées. Donc, si j'ai bien compris, Madame Agassa, vous avez été bien accompagnée, vous n'avez pas eu du mal à créer votre entreprise et vous avez eu l'accompagnement nécessaire qui permet que 4 ans après, parce que Michel Abbé parlait aussi de 70% d'entreprises, de start-up qui ne célèbrent pas leur 5e anniversaire. Donc, vous dites que vous avez eu tout ce soutien, ce qui permet à votre entreprise aujourd'hui de pouvoir continuer à exister et peut-être même se développer. Exactement. Et pas, alors, ce que je vais vous dire vraiment, réellement, moi, personnellement, pour ma société, je n'ai pas eu à utiliser ce genre de structure et d'accompagnement. Moi, parce que je suis quelqu'un d'assez débrouillard, qui était déjà, c'est un domaine dans lequel je travaillais. J'ai déjà travaillé plus de 10 ans dans le domaine de l'immobilier. Moi, pour moi, il a fallu mettre en place vraiment, la difficulté pour moi, ça a été de la mettre en place en Afrique, ma société. La réelle difficulté que j'ai eue, ça a été... C'est vrai que c'est incompréhensible. Vous êtes en France et la ligne est la moins bonne des 3 invités que nous avons, donc on ne sait pas comment l'expliquer. Mais en quelques mots, Madame Magassa, quels sont les principaux freins auxquels vous avez fait face lorsqu'il a fallu créer votre entreprise en Afrique, puisqu'il semble qu'en France, tout s'est plutôt relativement bien passé. Quels étaient les défis pour la création au Sénégal? Alors, le défi, c'est de ne pas être sur place. Forcément, quand on n'est pas sur place, quand on essaye de mettre en place une équipe sur place, il faut de la confiance. Donc, il faut trouver des personnes de confiance qui vont travailler pour moi, forcément, et qui vont pouvoir avoir la même vision que moi. Donc, ça a été vraiment une des grosses difficultés. Ensuite, après, il y a un autre problème que j'ai constaté, qui a été évident, ça a été le problème de financement. Même si moi, j'ai mis en place une société, que je suis française et que je mets en place une société comme celle-ci, comme Nawali, qui permet aux personnes de la diaspora d'investir en Afrique, ça a été extrêmement compliqué de trouver du financement. Alors, vous savez pourquoi? Au Sénégal. Tout simplement, voilà, parce que j'ai mis en place une société qui permet à des personnes qui sont ici, basées en France, de pouvoir utiliser leur finance, leur
leurs économies pour pouvoir acheter des terrains, pour pouvoir construire leur maison, pour pouvoir utiliser. Mais en Afrique, et là, ici, en France, il est extrêmement difficile d'ouvrir un compte bancaire ou d'avoir un financement quand on propose une solution comme celle-ci pour l'Afrique. Heureusement, moi, je dis, c'est la vérité, c'est vraiment très compliqué. Et donc, merci, madame. Oui, madame Agassa. Donc, il y a cette envie des jeunes d'entreprendre, mais il y a plusieurs freins, on le constate. Monsieur Kera, est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que le travail des gouvernements africains est fait à moitié? C'est-à-dire que il y a cette envie d'encourager les jeunes à créer leur entreprise, à s'auto-employer, mais l'accompagnement ne va pas aussi loin que souhaité pour la durabilité de ces entreprises. Oui, il faut être honnête, madame. C'est dans ce cadre qu'il faut dire que, comme vous l'avez dit, je confirme cela, les gouvernements généralement n'arrivent pas à satisfaire à 100% toutes les demandes. Mais pratiquement chez nous, le gouvernement fait son mieux. Et je vous ai parlé de l'appui aussi, deux fois substantiel, des institutions internationales comme le programme des Nations Unies pour le développement de PNUD et d'autres structures qui, en synergie avec les structures que je vous ai citées en début d'émission, travaillent en synergie pour essayer de faire face aux problèmes justement de création d'emplois et d'accompagnement des jeunes. Parce que pour que ces entreprises créées, ces startups créées puissent se maintenir et se développer et employer d'autres personnes demain, il faut bien il faut qu'elles se développent. Et pour se développer, parfois, ces entreprises, ces gens ont besoin de financement et de coups de pouce, de facilité au niveau de financement. Oui, c'est sérieusement un problème. C'est sérieusement un problème auquel nous sommes confrontés. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons ces structures quand même qui arrivent, parce que celui qui vous dit que les gouvernements généralement africains arrivent à régler ce problème, il vous aura menti, parce que sinon il n'y a pas de raison que les jeunes aillent mourir dans... n'est-ce pas, mais est-ce que dans ce cas, il n'y a pas un manque de volonté politique? Il y a le chômage des jeunes qui est endémique, c'est un vrai problème. Si les jeunes qui entreprennent n'ont pas le financement qu'il faut pour développer leur entreprise, alors que il y a des banques publiques, vous admettez que c'est un travail inachevé et que c'est difficile à régler ce problème de chômage des jeunes. Oui, absolument. Je ne pourrais pas dire que c'est un manque. Déjà, la volonté politique est exprimée. Je vous ai parlé de ces structures-là qui sont déjà fonctionnelles au niveau du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi jeune. Maintenant, les prêts au niveau des banques primaires, pas des banques publiques, mais surtout des banques primaires posent problème. Et là, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de jeunes, à un moment donné, qui avaient bénéficié de prêts, et puis après qui ont pris la poudre d'escampette, ils ont disparu dans la nature. Et donc, il y a un problème de sérieux aussi qu'il faut dire, signaler au niveau des jeunes. C'est non seulement au niveau de tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau des sports, au niveau de la culture. Il y a ceux qui sont sérieux, il y a ceux qui ne sont pas sérieux. Et donc, il est très difficile, justement, de fois par les pouvoirs publics, de faire la part des choses. Merci. Maintenant, c'est un problème de conscience. Et cette problématique-là, nous la tenons en compte. Et donc, c'est une occasion d'ailleurs pour nous, c'est pour ça que j'ai accepté de participer à cette émission, pour que les jeunes africains prennent conscience et que on puisse se mettre au travail et que ce travail-là puisse payer, mais dans le sérieux des engagements pris. Parce que lorsque vous avez, par exemple, un montant
payé par une agence, par une banque, et que vous ayez des obligations de remboursement au taux fixé par ces banques. Et justement, il faudrait qu'on comprenne que les uns et les autres comprennent que ils doivent faire face à ces obligations et ça les crédibilise. Merci. Et ça se passe très souvent même au niveau des institutions internationales et qui souvent mettent des fonds à travers des canevas qu'elles donnent aux entrepreneurs africains. Mais après, ils n'ont même pas la compétence de foi ou la bonne foi de faire des justifs pour, n'est-ce pas, justifier des documents pour justifier leurs dépenses. Donc ça, c'est un problème entier. Et il faudrait, pour une meilleure structuration... On va marquer une pause, s'il vous plaît. Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Suite et fin de notre débat de ce soir sur l'entrepreneuriat en Afrique à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et entreprendre sur le continent. Quels défis et quelles solutions? Nous en parlons avec Michel Abbé, présidente de l'association Fondation Conseil Jeunes à Yaoundé au Cameroun, en ligne de Paris. Aïta Magassa, jeune entrepreneuse, fondatrice de Nawali, et Fodeba Istokera, ancien ministre guinéen de la jeunesse, des sports et de l'emploi. Il est en ligne de Conakry. Michel Abbé, je vous laisse réagir quelques minutes seulement sur ce que venait de dire M. Kira avant la pause, sur ce manque de confiance qui fait que certains gouvernements sont peut-être réticents à financer les startups lancées par des jeunes très fougueux, très volontaires, mais après, parfois ont du mal à rembourser leur crédit. En fait, moi, je pense que le principe de la réussite ou de l'échec des startups n'a vraiment rien à voir avec la crise. Par définition, les startups sont des entreprises qui ont un gros potentiel, mais qui peuvent à tout moment flancher. C'est ça le principe. Et il faudrait que nos dirigeants comprennent ça et qui nous accordent des bénéfices. Parce que l'État aussi lance des entreprises qui ne réussissent pas. Au Cameroun, dans les années 90, l'État a fermé 10, 20, voire 25 entreprises qu'ils avaient lancées et qui n'ont pas fonctionné. C'est le principe du business. C'est le risque par nature. Investir dans un business, c'est par nature un risque qu'il faut prendre selon vous. La jeunesse doit se faire prise comme une bande d'idiots. Elle doit être prise comme une ressource. Et même, il faut que les gouvernements, et ça c'est la question de la gouvernance généralement en Afrique, il faut que les gouvernements se renouvellent. Parce que je suppose qu'il est difficile aujourd'hui pour un certain nombre de personnes d'un certain âge de comprendre les enjeux de notre époque, la digitalisation et tous ces problèmes que ça pose. Le travail est en train de muter, il est en train de devenir beaucoup plus numérique et tout. Et donc, ces aspects-là, ils ont du mal à les percevoir. C'est des risques peut-être, mais c'est aussi un gros marché, celui de l'économie numérique par exemple. Et il faudrait des personnes qui comprennent ces enjeux-là, qui comprennent que le monde est en train d'inéluctablement aller vers là et que malgré les écueils qu'on peut rencontrer sur le chemin, c'est là qu'il faut investir. Merci. La jeunesse a besoin d'être soutenue comme tous les entrepreneurs. Merci. Alors, Madame Aïta Magassa, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions pour que l'entrepreneuriat jeune, que ce soit en France, vous avez relevé des défis que vous avez connus aussi au Sénégal, on sait que c'est un peu partout en Afrique, le ministre Kira le disait. Comment est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour essayer de faire en sorte que l'entrepreneuriat ne soit plus cette œuvre inachevée? Alors, effectivement, il y a plusieurs points qui ont été relevés. Ça a été donc déjà le problème de financement et également le problème d'accompagnement. Donc, au niveau de l'accompagnement, c'est vrai qu'ici, il y a de plus en plus de structures, comme je disais, qui se mettent en place. Je pense qu'en Afrique, il faudrait qu'il y ait de plus en plus de sociétés comme celle-ci. Et il faudrait également qu'il y ait de plus en plus de personnes issues de la diaspora qui mettent en place des business avec l'Afrique. Donc, c'est-à-dire que ça permet aussi aux personnes qui sont sur place de se projeter, de se dire, voilà, pourquoi ne pas entreprendre aussi également. Donc que la diaspora soutienne des initiatives d'entrepreneuriat des jeunes Africains sur le continent.
Exactement. Et ça, je pense que il faudrait qu'il y ait de plus en plus d'initiatives comme celle-ci, parce que c'est extrêmement important de sentir une cohésion et de se sentir accompagné, soutenu. Quand on fait de l'entrepreneuriat, quand on se lance dans le business, on est seul. C'est une vérité. On est seul, on se sent souvent seul. On doit prendre des décisions, on doit manager. C'est pas facile. Donc, je pense que cette cohésion, elle serait intéressante. Parfois, Ensuite, on doit tout faire. La comptabilité, le marketing, voilà. La stratégie, parfois c'est lourd. Lourd. Donc, je pense que un maximum de cohésion, de mise en place de structures qui peuvent s'entraider entre l'Afrique et la France, ça ne peut être que bénéfique. Ensuite, après, il y a le problème financier. Alors, au niveau du problème financier, moi, j'ai des idées. J'ai beaucoup d'idées et j'ai déjà mis en place une idée par rapport à cela. Nous, chez Nawali, on utilise au niveau du financement des tontines immobilières. Donc, je pense que vous savez tous qu'est-ce que c'est qu'une tontine. Voilà, c'est un système de financement d'entraide. De cotisation dont on bénéficie à tour de rôle. Un tour de rôle, exactement, rotatif. Oui. Et du coup, nous, on utilise ce système-là pour pouvoir permettre à plusieurs investisseurs de pouvoir acheter un terrain. Donc, c'est-à-dire, on a mis en place des tontines terrain. On l'a mis en place depuis 2018. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. D'accord. Merci beaucoup, madame. On n'a pas malheureusement le temps de poursuivre. On va laisser le mot de conclusion aussi, 1 minute à Monsieur le ministre Kéra pour conclure. Alors, Monsieur Kéra, est-ce que le problème n'est pas en réalité, même s'il y a eu des pistes de solutions dans cette émission, est-ce que le vrai problème n'est pas lié au manque d'une stratégie publique, une stratégie des gouvernements africains de soutien à l'entrepreneuriat? Bon, je ne dirais pas d'emblée que c'est un manque de volonté au niveau. Non, je parle de stratégie. Il y a des structures qui sont créées, mais évidemment là, vous avez parfaitement ne vont pas jusqu'au bout. De politique de long terme. Voilà, il n'y a pas de politique qui puisse aller dans son exécution et qu'il n'y ait pas de failles. Maintenant, aux jeunes entrepreneurs africains de savoir prendre leurs responsabilités et de faire en sorte que leur projet soit non seulement sérieux et que des études de faisabilité se fassent en faisant un calcul de rentabilité. Mais déjà réfléchir et penser à créer une entreprise, c'est une grosse responsabilité, Monsieur le ministre. Donc, on ne peut pas reprocher aux jeunes de ne pas être créatifs. Voilà, c'est la créativité dont je parle. Et je pense que, de toute façon, c'est une préoccupation de la majeure partie des gouvernements africains. Ça, je vous l'assure, pour avoir été membre du gouvernement. Maintenant, tout n'est pas rose. Et c'est à nous, acteurs privés et puis le secteur public, de voir, de retrouver très souvent pour échanger, pour que le principe des 3 P, le partenariat public-privé, puisse être une réalité dans chacun des pays africains. Merci Fodeba Isto Kéra, ancien ministre guinéen de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi. Merci à Michel Abbé, président de l'association Fondation Conseil Jeunes à Yaoundé. Et merci à Aïta Magassa, jeune entrepreneuse fondatrice de Nawali, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.